Pour la première du match dans le match en 2024, nous recevons un grand nom du cyclisme mondial, 4 sacres sur le Tour de France, 2 sur le Tour d'Espagne et 1 sur le Tour d'Italie. Notre invité du jour est Chris Froome qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Chris, merci beaucoup et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Oui, merci de m'accueillir ici, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous. Chris, on va reprendre l'histoire entre vous et le cyclisme depuis le commencement. Tout a commencé au Kenya. Vous êtes né au Kenya. Comment est-ce que vous découvrez le cyclisme ? C'est un peu marrant. Pour moi, le vélo, c'était toujours la liberté. Quand j'étais petit, de sortir pour explorer, trouver le monde, spécialement au Kenya. Plein des animaux, plein de nature. J'avais jamais fait de vélo on pensait de faire une course ou entraînement. Non, c'était juste pour être sur le vélo, pour s'amuser et pour explorer la monde au Kenya. Est-ce que vous aviez des idoles quand vous étiez plus jeune ? Non, pas trop. J'ai regardé le Tour de France, par exemple, pour la première fois quand j'étais peut-être 16-17 ans, quand je suis allé en Afrique du Sud pour l'école. Et j'ai vu un année sur la télévision le Tour de France pour la première fois. Et pendant cette période, c'était Armstrong et Basso. Ouais, Ivan Basso. J'étais pour Basso en ce moment, mais oui, quand je suis grandi au Kenya, j'ai jamais regardé le Tour de France. Je ne connais pas que ça existe. Je regardais pas beaucoup de télévision. En fait, Et à quel âge à peu près vous avez eu envie d'être cycliste professionnel ? Je pense quand j'ai vu le Tour de France pour la première fois, à 16-17 ans, j'ai pensé, ça c'est incroyable. J'ai vu les images sur les montées avec tout le public et tous les gens qui crient. Et, pour moi, j'ai dit, j'aime du vélo et ça c'est le meilleur du monde. Un jour, je vais être là. Donc ça a révélé quelque chose d'avoir découvert le Tour de France. Ouais. Ensuite, vous êtes passé par le Centre mondial du cyclisme en Suisse, à Aigle. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que cycliste ? Pour moi, c'était vraiment l'opportunité de faire montrer aux les équipes professionnelles qu'est-ce que je peux faire. J'étais 22 ans, je pense, et je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais je connais que j'avais le moteur, le moteur pour faire les bons résultats sur les courses. Donc, oui, je suis arrivé en Aigle en 2007 et en fait, ma première course en étape, j'ai gagné l'étape qui arrive en montagne. J'étais techniquement terrible dans les descentes. J'avais tombé plusieurs fois et j'ai perdu beaucoup de temps sur le classement général. Mais je pense que c'était apparent que j'ai le moteur, mais il manque les techniques. Un an plus tard, en 2008, vous découvrez le Tour de France. Quel souvenir gardez-vous de votre première participation au Tour de France en 2008 ? C'était une période très, très difficile pour moi. C'était un peu émotionnel parce que quelques semaines jusqu'avant le Tour, j'avais perdu ma mère du cancer. Et je suis retourné au Kenya pour être avec la famille. Et c'était là-bas l'équipe Barloworld qui je roule avec pour mes premières deux années.
ils ont appelé moins de 2 semaines avant le départ du Tour de France pour dire ah oui, vous y allez au Tour. Et c'était pas prévu avant, donc c'était vraiment une chose d'être ok. Je commence l'entraînement avec moins de 2 semaines avant le Tour et bon, je viens, je vais le faire. Et je suis arrivé, je pense que c'était à Brest en 2018, le grand départ. Et c'était comme rien que j'avais fait avant. C'était incroyable. Combien de gens viennent pour le départ du Tour de France. Et pour moi, c'était la rêve d'être là. Et ça arrivait dans un moment difficile pour moi, mais un bon moment parce que ça m'a poussé de retourner dans la vie et pour continuer à chasser mes rêves d'être un professionnel dans le Tour de France. Vous n'avez pas ce qu'on appelle une carrière linéaire, Chris. Vous découvrez le cyclisme très tard. Chez les jeunes, vous ne faisiez pas partie des meilleurs. Après, votre carrière, elle explose très vite. Comment vous expliquez le fait que votre carrière ait décollé d'un coup ? Oui, comme j'ai expliqué avant, je pense que j'ai manqué beaucoup des choses quand je suis arrivé en cyclisme. C'était très tard. C'était apparent que j'ai les jambes, j'ai les bonnes jambes pour faire les courses, mais j'ai manqué beaucoup de... Je ne connais pas comment je dois manger, je ne connais pas comment je dois entraîner. Toutes les petites choses qui prennent des années d'apprendre, ils n'étaient pas là pour moi. Donc, quand j'ai signé un contrat avec Sky. Ils ont commencé en 2010, exact. Et ils ont amélioré le mode pour la préparation. C'était plus contrôlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les trucs 100% corrects. Et après, en 2011, pour la première fois, je suis arrivé dans la Vuelta à Espagne, où pour moi, j'aime la chaleur. J'aime vraiment et la Vuelta, c'est la course peut-être la plus chaude pour nous. En août, en Espagne. Et ils ont me donné la responsabilité de rester avec le leader de l'équipe, Bradley Wiggins. Et pour être là dans la montagne avec lui. Et après la première semaine, premiers 10 jours, j'étais toujours avec lui dans la montée et je disais, bon, il reste que 5 personnes et je suis là, donc peut-être je peux faire moi-même pour essayer de gagner. Et ça c'était la première fois que j'ai pensé vraiment d'essayer de gagner une course de 3 semaines. Est-ce que là, donc, sur cette Vuelta en 2011, vous terminez deuxième, êtes déclaré vainqueur en 2019 avec la disqualification du vainqueur. Ouais. Comment est-ce que vous la digérez, cette victoire ? Est-ce que c'est pas une victoire normale ? Oui, bien sûr. C'est triste que ça passe comme ça. J'ai manqué vraiment l'expérience de la première victoire sur le podium. Et tout ce qui vient avec ça après, avec les opportunités de faire peut-être l'année après le Tour de France comme leader. Donc ça a changé beaucoup que je ne suis pas le vainqueur en ce moment, mais à la fin c'est comme ça. Les cyclisme, ils ont une histoire vraiment compliqué, comme tout le monde sait. Mais oui, je suis très content maintenant que le sport, ils ont vraiment changé beaucoup. L'année d'après cette Vuelta 2011, il y a le Tour de France 2012, où vous êtes encore le lieutenant
en chef de Bradley Wiggins. Il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, ont dit que vous auriez pu gagner le Tour de France en 2012. Vous l'avez ressenti, vous aussi? C'est difficile à dire. Bien sûr, il était plus fort que moi dans les contre-la-montre, mais dans la montagne, je pense que j'avais un peu plus dans la montagne. Mais on n'a pas vu parce que j'ai resté avec lui tous les jours pour lui aider gagner le Tour lui. Donc c'était compliqué avec une équipier. Et si vous sentez plus fort que votre leader, j'étais toujours un peu jeune, moins d'expérience. J'ai pas les regrets, mais bien sûr, c'est toujours une demande. Si j'avais fait la course à bloc, si je pouvais gagner ou pas, je sais pas. C'est difficile à dire, mais bien sûr, je sentais plus fort dans les montagnes. Dans la montagne. Ouais. Et en 2012, cette même année, il y a les Jeux Olympiques à Londres, chez vous en Angleterre. Vous décrochez la médaille de bronze sur la course du contre-la-montre. Ouais. Quel souvenir gardez-vous? C'est incroyable, une médaille olympique, encore plus à domicile. Oui, c'était déjà le Tour de France en 2012 pour arriver deuxième après Bradley. C'était quelque chose, un rêve. Et après, une semaine après, pour aller aux Jeux Olympiques au Londres, c'était incroyable. C'est plus que cyclisme, les Jeux Olympiques. C'est quelque chose vraiment du cœur qui reste spécial. Un an plus tard, on est en 2013, votre premier sacre sur le Tour de France, c'est le Graal pour tout cycliste. En plus, c'est la 100e édition du Tour de France. À quel moment vous réalisez que ça y est, vous allez gagner le Tour de France? Tu sais, c'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé pas. Quand j'ai vu le Tour de France pour la première fois avec Armstrong et Basso sur le montée, j'ai pensé, ok, un jour, je voudrais être vraiment, pour être là dans la montagne et faire pareil, mais je pensais pas de gagner le Tour de France. Jamais. J'ai pensé, peut-être si j'ai la chance, peut-être je peux être dans une échappée qui arrive et je peux essayer de gagner une étape dans la montagne. Mais pour réaliser le plus gros victoire dans le monde du cyclisme, au Tour de France, sur les Champs-Élysées, c'était énorme. C'était très difficile à digérer toutes les émotions, tous les bruits, tous les gens, toutes les choses qui arrivaient sur un mec qui a grandi au Kenya avec les animaux. Et, ouais, c'était marrant, mais cool quand même. Et vous ne le remportez pas une seule fois le Tour de France, mais bien 4 fois, puisqu'après 2013, il y a 2015, 2016 et 2017. C'est lequel le plus beau des titres sur le Tour de France? Je pense que le premier, c'est toujours l'expérience plus nouvelle et plus que reste avec moi. Mais chaque année, c'était une autre histoire, une autre guerre contre les rivales différents. Oui, chaque année, à mon avis, ça devient plus en plus difficile. Après, vous avez gagné un, tout le monde le sait, ok, c'est lui à battre. Donc, c'est devenu plus difficile, bien sûr. Sur le Tour de France 2016, il y a une image qui a fait le tour du monde sur l'ascension du mont Ventoux. Vous êtes à pied. Ouais. Cette photo, est-ce qu'elle est encadrée chez vous? Ouais, c'était un jour de fou. C'était vraiment, on était dans une petite échappée quand il reste quelques kilomètres de l'arrivée à Mont Ventoux. Et
moto était bloquée juste devant nous et on a tombé ensemble avec le moto et ma vélo était cassé et il manque 1 km, 200 mètres peut-être. Et je sais que notre voiture était loin, était derrière les autres, derrière le groupe qu'on a déjà laissé peut-être 1 minute derrière. Et j'ai dit bon, je peux rester ici, attendre un autre vélo et bon. L'arrivée, c'est juste là, 1 km, 1 km et demi. Peut-être je peux faire 500 mètres avant de trouver un bon vélo qui marche. Mais à mon tête, c'était pas une option de rester là. Il faut continuer toujours devant. Et finalement, vous gagnez le Tour cette année-là. Oui. 1 an après, vous faites le doublé Tour Vuelta en 2017. En 2018, il y a le Giro avec cette chevauchée phénoménale dans les Dolomites. Racontez-nous cette journée où vous êtes pendant 80 km seul à l'avant. Oui, c'était un autre jour que reste avec moi pour toute ma vie parce que j'étais sur le classement général, j'étais presque, je pense, 4 minutes à l'arrière, derrière les vainqueurs. Et si j'attends le dernier col de jour, peut-être je sentais je sentais très bien. Je sentais que je voudrais essayer quelque chose. Mais les premières 2 semaines de cette Giro, j'étais blessé. J'avais tombé le premier jour en Israël où on a commencé là. Et ils n'ont pas passé bien pour moi les premières 2 semaines. Mais la dernière semaine, j'arrivais, ok, je suis prêt pour faire la course, j'ai pas de mal encore, je vais faire le maximum. Et ce jour-là, c'était impossible. J'étais, presque 4 minutes derrière. J'ai pensé, pour gagner, il faut faire quelque chose vraiment extraordinaire. Je ne peux pas attendre le dernier call. Donc, j'ai attaqué, peut-être 80 quelque chose de l'arrivée. Et je pense tout le monde me regardait. Ils ont pensé peut-être, il est fou, c'est trop loin, il n'arrive pas. Mais j'avais fait le maximum et à la fin, c'était vraiment un rêve de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et, j'ai pensé, peut-être, je peux le faire. C'était difficile, mais ça c'est le cyclisme, ça c'est la partie plus belle de notre sport. C'est jamais, comment ça s'appelle, unpredictable. C'est imprévisible. Imprévisible, c'est ça. En 2019, moment moins heureux, il y a cette chute lors de la reconnaissance d'un contre-la-montre sur le critérium du Dauphiné. Racontez-nous ce moment qui a été très difficile pour vous. Très difficile, bien sûr. Je pense que le vent, il a pris la roue devant. J'étais à 60 à l'heure dans un petit descent. Une roue tout droit. Et le vent peut-être a pris le roue devant et j'ai entré dans un mur à cette vitesse. Donc j'avais cassé presque toutes les choses sur le côté droit de ma corps. La jambe était cassée en deux parties. Ma bras aussi, les sternums, les côtes. C'était compliqué.
pour reprendre le vélo, c'était compliqué. Je ne peux pas promener depuis 4-5 mois. J'avais tout le muscle et je l'ai perdu tout le muscle sur ce côté. Donc, oui, c'est une gros rééducation pour arriver encore sur le vélo. Bon, je suis très content que ça c'était pas le fin de ma carrière et je sens vraiment j'ai vraiment la chance que je peux continuer à faire les choses que j'aime le plus. Oui, parce que malgré ça, vous continuez. Vous serez au départ du Tour de France en 2024. En tout cas, on vous le souhaite. Je le souhaite, oui, bien sûr. Bien sûr. 2024, ça risque d'être une arrivée spéciale pour vous, parce que depuis 2011, vous habitez ici, à Monaco. Il y aura 3 étapes dans la région pour terminer, avec un chrono, notamment en guise de dernière étape, entre Monaco et Nice. Ça doit être excitant pour vous qui connaissez ces routes par cœur, finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Une arrivée vraiment à la fin à Nice avec le contre-la-montre, mais avant on a une arrivée au Tourigny aussi. C'est un de mon favori call à faire, donc c'est quelque chose que je connais vraiment du cœur. Et ça sera incroyable de le faire. Spécialement maintenant, j'ai 2 enfants, 8 ans et 5 ans, ils sont petits et ils ne sont pas venus suivants à les courses pour voir. Donc, si je suis là l'année prochaine au Tour de France, ça sera super cool pour eux, pour venir voir le papa dans le Tour de France. Ça sera vraiment cool. Chris, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On vous souhaite plein de bonnes choses sur le plan sportif, notamment pour cette année 2024. Et vous êtes le bienvenu quand vous le voulez sur ce plateau. Super, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Chris Froome, et merci à vous de nous avoir suivis avec TV Monaco. Tout de suite, c'est la météo. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.